Ici, tout semblait arrêté depuis longtemps, comme si personne n'avait eu la force de recommencer. Troyes, en France. Nous marchions dans le vieux quartier médiéval, et c'était splendide. Les façades à pans de bois, les ruelles étroites, les maisons inclinées comme si elles tenaient debout par habitude. On aurait pu croire être projeté dans un autre siècle. Pourtant il n'y avait personne. Pas un touriste, pas un habitant, pas un bruit de conversation dans les rues pavées. Le vide donnait à l'endroit une atmosphère étrange, presque irréelle. Et au milieu de ce décor figé, des haut-parleurs diffusaient de la musique pop des années 2000 à plein volume. Aucun contexte, aucun panneau annonçant un événement, juste Britney Spears résonnant dans l'air, comme si le village médiéval s'était réveillé un matin avec l'envie d'être une boîte de nuit fantôme. On avançait, mi-fasciné, mi-déconcerté, en se jetant des regards interrogatifs. Chaque rue débouchait sur une autre ruelle aussi vide, chaque fenêtre ancienne semblait observer sans témoin humain pour confirmer que tout cela était normal. Il y avait un côté comique et dérangeant à la fois. Un décor digne d'un film historique accompagné d'une bande-son pop sucrée, comme si deux mondes s'étaient accidentellement collés ensemble. À force de marcher, j'ai fini par me sentir comme Shrek et l'âne en entrant dans du Loch. Pas une exagération. Cette impression de décor parfait mais désert, où la musique joyeuse n'arrive qu'à souligner encore plus l'absence de vie. Sanderson, Floride. Un carrefour perdu au milieu de nulle part, avec un seul feu clignotant pour rythmer la nuit. Une intersection modeste, quelques pompes à essence où les habitants semblent se rassembler comme si c'était la seule place encore vivante, et une grande église juste à côté de la sortie de l'I-10. Illuminée comme un phare, mais d'un éclat qui ne rassurait pas. Tout donnait l'impression d'un décor prêt pour quelque chose qui n'arriverait jamais, ou qui était déjà arrivé. On descendait vers le sud de la Floride et on avait besoin d'essence. Rien de plus banal. La route était longue, le ciel noir, le genre de nuit où l'on garde les phares un peu plus forts que nécessaire. On a quitté l'autoroute, passé le panneau, et tout de suite cette sensation est apparue. Ce calme trop dense, ces structures simples mais figées dans une autre époque. La lumière jaune du feu clignotant rebondissait sur la carrosserie comme un avertissement discret. On s'est arrêté à la station. Les pompes étaient anciennes, la soupe brillait sous le néon, et quelques silhouettes traînaient autour, discutant calmement. Personne n'a été hostile. Personne n'a même montré d'étonnement. Ils se sont juste retournés pour nous regarder passer, comme si notre présence était une curiosité modérée, une note étrangère dans une partition familière. Pas de sourire, pas de signe de tête, juste l'observation tranquille de gens qui n'ont pas l'habitude de perdre le moindre détail. Une brise tiède, la route vide derrière. On se sentait projeté 50 ou 60 ans en arrière. Les enseignes, les bâtiments, la façon dont tout paraissait figé dans le temps. Pas de musique, pas de mouvement inutile, juste ce moment suspendu. En repartant, on a retrouvé l'autoroute comme si on revenait à la surface après un plongeon trop profond. La lumière des panneaux, le bruit des pneus sur l'asphalte, tout semblait plus normal. Mon père et moi avons échangé un regard et presque au même moment, on a dit que c'était l'endroit le plus étrange qu'on ait vu depuis longtemps. Pas effrayant dans le sens direct, mais chargé de cette ambiance indéfinissable propre aux petits coins isolés où les heures finissent par se dilater. En randonnée dans les montagnes de Roumanie, loin de tout, entouré uniquement de forêts épaisses. Les sentiers étaient à peine tracés, la végétation avalait tout, et on avait cette impression d'être dans un endroit oublié du monde. Pas de village à l'horizon, pas de fermes isolées, rien d'autre que des arbres, des pentes abruptes et ce calme presque trop lourd. Puis, au détour d'un sous-bois, une route. Pas un chemin forestier, pas une piste en gravier. Une route parfaitement asphaltée, 2 voies, marquage net, comme si elle avait été posée la veille. Lisse, impeccable, sans la moindre fissure. Elle traversait la forêt en ligne droite, sans panneaux, sans barrières, sans indication. Elle n'existait sur aucune carte.
Je l'ai vérifié. Rien. Comme si elle avait été construite pour un usage secret ou abandonnée avant même d'être inaugurée. L'air a semblé changer à cet instant. Même le vent s'est tu. Pas un moteur, pas un oiseau, pas un insecte. Juste cette route incongrue dans un décor sauvage, une cicatrice parfaite dans un paysage brut. Elle n'avait rien à faire là, et pourtant elle coupait la montagne comme un trait tiré par une main invisible. Je suis resté un moment immobile, partagé entre curiosité et instinct de recul. Le genre de scène où quelque chose en vous murmure de ne pas s'approcher trop près. Ce n'était pas un endroit où l'on avait l'impression d'être le bienvenu. On aurait dit une entrée vers un espace qu'on n'aurait jamais dû voir, comme ces escaliers au milieu des bois dont on parle dans les histoires étranges, posés sans explication, comme une frontière entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne devrait pas découvrir. On vivait en Virginie occidentale à l'époque, et ma mère raconte encore une histoire qui lui donne des frissons. Un jour, en conduisant dans la campagne, elle a raté un embranchement et a fini par se perdre. Elle roulait depuis un moment quand elle est tombée sur une petite ville qu'elle n'avait jamais vue sur aucune carte. Une seule rue principale, bordée de vieux bâtiments comme sortis d'un autre temps, façades étroites et vitrines à moitié poussiéreuses, comme si l'endroit avait été figé plusieurs décennies en arrière. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas garé le long de cette rue figée, il y avait des voitures modernes, brillantes même, comme si elles revenaient tout juste du garage. Des portes étaient ouvertes, comme si les habitants venaient de sortir précipitamment et allaient revenir d'un instant à l'autre. Pourtant, la rue était vide. Aucun bruit. Pas de pas sur le trottoir, pas un souffle dans l'air, pas de silhouette derrière les fenêtres. Pas même une radio allumée quelque part ou un chien qui aboie. Elle s'est arrêtée une seconde, moteur au ralenti, et un sentiment étrange lui a traversé la poitrine. Elle dit que ce n'était pas de la peur claire, juste cette sensation instinctive que quelque chose n'allait pas, que rester trop longtemps serait une erreur. Elle a regardé autour d'elle une dernière fois, puis a fait demi-tour sans couper le contact. Elle n'a jamais su si c'était un vrai endroit ou une sorte d'entremonde perdu dans les collines. Elle n'a jamais essayé d'y retourner non plus. Mon père, lui, travaillait pour une compagnie de gaz naturel dans l'État. Il a visité un nombre incalculable de villages isolés, des coins où les routes se font étroites et où le monde semble s'effacer derrière les montagnes. Quand on lui demande quel endroit lui a paru le plus étrange, il répond sans hésiter, un hameau du sud de l'État qui porte un nom à la hauteur de son ambiance. Odd, West Virginia. Même le panneau à l'entrée semblait presque ironique, comme si le lieu lui-même savait très bien ce qui l'inspirait. Il disait que les habitants y étaient polis mais distants, comme s'ils observaient les visiteurs avec un mélange de curiosité et de méfiance tranquille. Les rues semblaient trop silencieuses, les maisons trop immobiles, et ce calme donnait l'impression que la vie y suivait un rythme invisible aux étrangers. À Odd, tout avait l'air normal, mais rien ne l'était vraiment. C'était un endroit où l'on se sent regardé sans savoir par qui, et où chaque pas résonne un peu trop. Entre cette ville figée dans le temps que ma mère a croisée par hasard et cet étrange village que mon père n'a jamais oublié, la Virginie occidentale a laissé dans nos souvenirs des lieux à la frontière du réel. Des routes où l'on roule en silence, des carrefours qu'on ne croise qu'une fois, des noms sur des panneaux qu'on ne sait pas si on doit croire. Mon mari et moi nous sommes un jour arrêtés dans un Wimpy dîner à Peterborough, en Ontario, et c'est resté l'une des expériences les plus étranges que nous ayons vécues. De l'extérieur, ça ressemblait à un petit restaurant rétro sans histoire, mais dès qu'on a franchi la porte, quelque chose sonnait faux. L'endroit était sombre, comme si les lumières n'avaient jamais vraiment été allumées. L'air sentait légèrement le gras froid et la poussière. Elvis chantait en fond sonore, pas fort, juste assez pour créer une ambiance décalée, comme un souvenir qui refuse de s'effacer. C'était manifestement une affaire de famille. Le père se tenait derrière le comptoir, occupé à retourner des burgers sur une plaque chauffante visible depuis la salle. Il avait cette expression dure, les traits figés, les gestes rapides et nerveux, comme s'il cuisinait pour 10 tables alors qu'il n'y avait que nous. À chaque commande qu'il donnait, sa voix claquait dans l'air. On sentait la tension flotter sans qu'un mot ne l'explique.
La serveuse devait avoir 12 ans à peine. Elle avançait timidement entre les banquettes, le bloc-notes serré contre elle, et murmurait les commandes d'une voix si basse qu'on devait tendre l'oreille pour l'entendre. Elle n'osait presque pas nous regarder. Un simple « bonjour » semblait lui coûter quelque chose. Chaque fois que son père lançait un ordre, elle sursautait légèrement avant d'obéir, sans jamais protester. Puis il y avait le garçon, peut-être 10 ans. Assis au comptoir, immobile, il nous fixait depuis notre arrivée. Maigre au point de donner l'impression qu'un souffle suffirait à le renverser. Il portait des boucles d'oreilles en plastique trop grandes, des colliers multicolores qui s'entrechoquaient, et ses bras étaient couverts de bracelets bon marché. Chaque pièce venait de la machine à jouer près de l'entrée. Il n'arrêtait pas de supplier pour une autre pièce, le regard brillant, comme si ces bijoux représentaient plus qu'un jeu pour lui. Le père lançait un regard froid chaque fois, le genre de regard qui dit tout sans parler. On attendait notre repas en silence. Le père continuait de cuisiner avec une urgence incompréhensible, comme si quelqu'un allait arriver d'un moment à l'autre et qu'il ne fallait pas être pris au dépourvu. Il transpirait, reniflait souvent, essuyait son front du revers de la main, puis reprenait son manège sans jamais ralentir. La musique d'Elvis tournait, les banquettes grinçaient au moindre mouvement, et ce garçon nous observait sans ciller, sa tête légèrement penchée, comme si on faisait partie d'une scène qu'il essayait de déchiffrer. Le repas a fini par arriver. Le pain était trop grillé, la viande trop cuite, mais on a mangé sans un mot. La serveuse tremblait presque en déposant les assiettes. On s'est dépêché, pas par peur précise, mais parce que tout ici donnait l'impression que l'on n'aurait jamais dû entrer. Quand on a payé et franchi la porte, l'air extérieur nous a paru plus frais que d'habitude, comme si on sortait d'une pièce où personne n'avait osé respirer vraiment. Tuckerton, New Jersey. Il y a de nombreuses années, ma meilleure amie et moi sommes tombés en panne d'essence. On quittait une fête à l'université de Stockton. Pour ceux qui ne connaissent pas le New Jersey, pour aller dans le sud de l'État il faut prendre la Parkway ou le Turnpike, et une fois passé une certaine sortie, ce ne sont plus que des bois, presque pas de lumière et pratiquement aucune station-service. Donc on se retrouve bloqué sur le Turnpike à 3 heures du matin, presque sans éclairage. On a dû faire du stop. Une femme blanche d'une quarantaine d'années en van s'arrête. Elle propose de nous emmener jusqu'à la station la plus proche, à Tuckerton. On y va, et la station est fermée. Il n'y en a pas d'autre avant des kilomètres, et cette femme a 4 enfants à la maison. Un policier arrive. Elle va lui parler de notre situation et nous montre dans le van. Il refuse de nous aider dès qu'il nous voit. Ma meilleure amie et moi sommes portoricaines. Lui est blanc. En gros, il dit qu'il n'aide pas ces gens-là. La femme est choquée, elle le démonte verbalement, mais rien n'y fait. Elle doit rentrer voir ses enfants, donc elle nous dépose au 7-Eleven. Là, on se fait fusiller du regard par tout le monde. On se disait que si on restait trop longtemps, quelqu'un finirait par nous agresser à cause de notre couleur de peau. On demande un annuaire et un téléphone. À noter, nos portables ne captaient rien là-bas. C'était en 2001 et il n'y avait que des antennes 2G, 3G. On appelle plusieurs sociétés de remorquage, aucune ne peut venir, seules certaines compagnies ont un contrat avec le département des transports du NJ. On n'avait pas de AAA à l'époque, donc impossible aussi. Pendant 1h30, on est dans ce 7-Eleven à attendre un peu de lumière pour essayer de marcher jusqu'à la voiture. Le même policier raciste entre dans le 7-Eleven, furieux de nous voir encore là. Le caissier et les clients lui demandent de nous sortir d'ici. Il nous interroge sur pourquoi on est encore là. On lui explique qu'aucune compagnie n'était contractée. Il finit par dire « Bon, je vais appeler la police d'État ». 15 minutes plus tard ils arrivent. Il demande au policier local pourquoi il ne les a pas appelés plus tôt et il répond qu'il ne voulait pas s'occuper de personnes de couleur. Les agents d'État le regardent et lui disent qu'ils prennent le relais et que la prochaine fois il devrait les appeler tout de suite. Heureusement, ces policiers venaient du nord du NJ, comme nous. Ils se sont excusés pour l'attente et ont admis que la ville était connue pour son racisme. On était juste soulagés de partir.
Ils nous ont donné assez d'essence pour atteindre la prochaine station. Ces policiers nous ont littéralement sauvé la vie cette nuit-là. Des années plus tard, j'ai vu que Tuckerton est devenu célèbre parce que ses propres policiers ont poursuivi leur chef pour discrimination raciale. Il était tellement horrible qu'il a perdu son poste un moment. Apparemment, il a réussi à le récupérer. J'espère ne jamais avoir à traverser cette ville. Peach Springs, Arizona. J'y ai passé la nuit pour attraper tôt le matin un départ en rafting. Petit motel poussiéreux sur la route, lumière orangée du désert, l'impression d'être dans un de ces villages où tout le monde connaît tout le monde sans que vous fassiez partie de l'histoire. Il faisait encore assez clair. Le vent portait une odeur de terre sèche et de bois chauffé par le soleil. Rien d'alarmant. Juste un soir tranquille au bord du Grand Canyon, pensais-je. Je me suis dit que ce serait bien de marcher un peu, voir les alentours, comprendre l'endroit où je mettais les pieds. J'ai à peine fait une trentaine de mètres en direction de ce qui ressemblait à une rue principale quand une voiture de police s'est arrêtée net devant moi. Le seul véhicule à avoir bougé depuis que j'étais sorti. Portière qui s'ouvre lentement, comme dans une scène qui veut vous rappeler que vous n'avez pas compris quelque chose. Le policier s'est approché, une main posée nonchalamment sur sa ceinture, regard calme mais sérieux. Il m'a dit de faire demi-tour, de retourner à l'hôtel et d'y rester pour la soirée. Pas de ton agressif, pas de menace claire, juste une certitude tranquille. J'ai demandé pourquoi, par réflexe, pas pour contester mais parce que personne ne s'attend à se faire interdire de marcher à moins de 100 pieds de son hôtel. Il m'a répondu en me regardant droit dans les yeux. Je suis le seul flic de cette ville. Je ne peux pas être partout à la fois. Je ne peux pas vous obliger à remonter dans ce hall, mais si vous continuez par là, on va se revoir, et ce ne sera pas une discussion. Pas de détails. Pas d'explication. Rien sur ce qui m'attendait si je continuais. Juste cette phrase tranquille, placée comme une vérité dont il savait que je devais me contenter. Et l'air du soir s'est soudain épaissi, comme si le désert lui-même me poussait en arrière. Je n'ai rien répondu. Juste hoché la tête, fait demi-tour et marché lentement vers l'entrée de l'hôtel. Chaque pas plus conscient que le précédent. Pas de bruit, juste le crissement léger du gravier sous mes chaussures et cette sensation que je m'étais approché d'une limite invisible. Le policier a attendu que je franchisse les portes avant de repartir. Ensuite, l'intérieur du motel m'a semblé étrangement rassurant, même avec ses couloirs tapis rouges fatigués et son éclairage blafard. La télévision du hall diffusait un vieux programme sans que personne ne le regarde. La réceptionniste m'a salué d'un petit signe de tête, comme si elle savait déjà où j'étais allé et pourquoi je revenais si vite. Je n'ai pas demandé d'explication. Certains lieux n'aiment pas qu'on les explore sans invitation. Et parfois, le seul policier d'une ville suffit à vous faire comprendre qu'ici, rester du côté éclairé des choses n'est pas qu'un choix de touriste prudent. Bountiful, une ville à part. J'étais de passage chez un ami à Cranbrook, et comme il voulait me montrer les environs, il m'a proposé une petite tournée des lieux perdus dans la région. Rien de surprenant jusque-là. Forêt, vallées silencieuses, routes isolées qui traversent des paysages magnifiques. Puis il a décidé de conclure la visite par Bountiful, tout en me racontant l'histoire du coin. Selon lui, presque tout le monde là-bas descendait d'une poignée d'hommes fondateurs. Une généalogie en cercle fermé qui annonce déjà une ambiance particulière. À première vue, le paysage autour était superbe. Collines apaisantes, herbes ondulant dans le vent, calme profond. On a garé la voiture près de l'église pour marcher un peu. Dès qu'on est sorti, on a senti quelque chose changer dans l'air. Des visages sont apparus au loin, d'abord quelques silhouettes, puis des regards curieux posés sur nous comme si notre simple présence venait rompre une routine millimétrée. On aurait dit que personne ici n'avait l'habitude de voir des inconnus. Chaque pas que l'on faisait semblait attirer un nouveau regard. Des habitants nous ont suivis à distance. Lentement, presque sans bruit, à la manière de gens qui observent plus qu'ils n'accueillent. Certains se sont approchés, sans sourire, juste assez près pour étudier nos visages.
Une voix a demandé si j'étais la femme de mon ami. Pas une conversation, juste cette phrase, lancée avec un ton neutre, comme si on posait une question pratique ou une évidence à vérifier. Leur façon de parler ne ressemblait pas à un simple intérêt. On ressentait une curiosité mêlée de contrôle tacite, une surveillance tranquille mais insistante. L'église dominait le paysage, sombre et imposante malgré le ciel clair. On avançait en essayant de garder l'air naturel, mais le silence, les pas derrière nous, les regards duraient trop longtemps. L'impression d'être étudié, classé, évalué. Rien d'hostile dans les gestes, pourtant un malaise s'installait, un malaise profond qui glissait sous la peau. Un sentiment de groupe soudé autour d'un secret que les étrangers n'ont aucun droit de toucher. Au bout de quelques minutes, mon ami a proposé qu'on fasse demi-tour. Pas de précipitation visible, mais une tension discrète dans son ton, comme s'il voulait rester poli tout en mettant fin à la scène. On a retrouvé la voiture avec un soulagement qu'on ne cachait même plus, puis on a quitté cette route silencieuse. La vue derrière nous restait belle. Pourtant on savait qu'on ne voudrait pas y revenir. Oh, pas une ville, mais un endroit, la Selle au Mont-Barnet. L'ascension nous a pris une journée entière, on n'était pas très en forme, et tout autour ce n'est que de la brousse d'eucalyptus. Le sentier est clair au début, puis s'efface peu à peu à mesure qu'on monte, jusqu'à devenir une sorte de simple trajectoire instinctive. En atteignant la Selle, les eucalyptus secs laissent place à un sol humide, presque de la forêt tropicale. C'est un changement brutal, pas juste les arbres, mais l'air, l'odeur. La brousse sent le chaud et le sec, ici, tout était dense, humide. J'ai déjà été dans des coins de brousse où l'on se sent parfaitement en paix, d'autres où l'on a juste envie de partir avant la nuit, sans raison apparente. Mais là, c'était autre chose. D'abord, impossible de faire un feu. Interdiction de feu en plein air, donc on avait un petit réchaud à gaz. Et même ça, on galérait à l'allumer et à le garder allumé. À peine assez pour faire bouillir un peu d'eau. La flamme ne faisait jamais vraiment chaud. Et puis ce sentiment, l'endroit n'était pas vide. Pas menaçant, pas hostile, pas comme si quelqu'un nous observait, mais comme si quelque chose savait qu'on était là. Curieux, presque. Au réveil, mon sac était ouvert, mes affaires éparpillées. Des possums, sûrement. On a tenté de grimper le sommet sans sentier pour voir le lever du soleil, mais on a eu un mur de brouillard. J'ai perdu ma lampe torche pendant la montée, dans les herbes et les rochers. Et quelque part sur la descente, un homme est arrivé derrière nous, aucune idée d'où il sortait, nous a dépassés, et m'a rendu ma lampe torche. Comment il l'a trouvée, juste là parmi la végétation ? Mystère total. Évidemment, tout s'explique sans magie. La forêt humide est différente de la brousse. Le mec a sûrement commencé tôt de l'autre côté. Les possums font toujours n'importe quoi. Mais l'atmosphère. On avait vraiment l'impression que quelque chose vivait là, vieux et paisible, et qu'il nous regardait avec une immense curiosité. Je traversais le pays et je conduisais mon propre pick-up, bourré d'affaires, fatigué mais de bonne humeur. Je me suis arrêté dans un Walmart paumé au fin fond de l'Arkansas pour acheter 2-3 trucs, histoire de tenir jusqu'au prochain motel. Rien de spécial, juste une halte rapide dans un endroit banal sur une route qui n'en finissait pas. La porte automatique s'est ouverte, l'air froid de la clim m'a frappé. Les conversations se sont coupées, les chariots ont cessé de rouler, et chaque tête a commencé à se tourner dans ma direction. J'ai avancé de quelques pas et j'ai senti que tous les regards étaient pointés sur moi. Pas de curiosité, pas de surprise amusée, juste cette méfiance brute qui s'accroche immédiatement. Je portais du noir, barbe épaisse, tatouage visible sur les bras. Je sais à quoi je ressemble dans certains coins du pays. Mais je n'avais rien d'ostentatoire, rien d'agressif. Pas de logo étrange, pas de message provocateur. Juste un gars sur la route avec une bonne gueule de nounours. Pourtant, dans leurs yeux, j'étais un étranger à surveiller. Au moins 3 personnes se sont mises à me suivre dans les allées. Pas subtilement, pas comme des employés qui se demandent s'ils doivent proposer de l'aide.
Non. À distance, toujours à portée de regard. À chaque virage, quelqu'un réapparaissait. Une femme s'est même éloignée de son panier en me croisant, comme si ma simple présence suffisait à contaminer sa journée. Je regardais des boîtes de conserve et je sentais leur suspicion me coller à la nuque. Pas un sourire, pas un bonjour, pas un seul signe d'humanité. Juste cette impression d'être devenu une apparition qu'on redoute, alors que je ne faisais rien d'autre que choisir du dentifrice. C'était absurde, presque comique d'un côté, mais avec un fond glacial. Comme si je venais de franchir une frontière invisible, et que dans cette petite ville coupée du monde, tout ce qui ne ressemblait pas au décor était immédiatement classé comme menace. J'ai payé lentement, parce que faire les choses vite aurait pu sembler louche à leurs yeux, puis j'ai quitté le magasin avec un sac à la main et cette sensation étrange de devoir prouver ma gentillesse à des inconnus qui n'en voulaient pas dehors, l'air brûlant m'a semblé plus accueillant que l'intérieur climatisé. Jeffrey City, Wyoming. Une ville fantôme posée dans l'immensité, avec pour seule trace de vie un bar perdu au bord de la route. On arrive là comme on entrerait dans un décor abandonné, avec le vent qui fait vibrer les vieilles enseignes et la poussière qui se lève au moindre pas. Le genre d'endroit où l'on sent tout de suite que les conversations ne commencent pas, elles se méritent. J'ai poussé la porte du seul établissement encore ouvert. Le bois a craqué, l'air sentait le vieux tabac et la bière qu'on sert dans des verres épais. Un vieil homme était assis au comptoir. Il avait ce visage buriné que le soleil et les années sculptent, avec un regard tranquille qu'on voit chez ceux qui ont passé plus de temps dehors qu'à l'abri. Il s'est tourné vers moi sans me saluer, puis il m'a lancé quelque chose. Le réflexe a pris le dessus, j'ai attrapé l'objet en plein vol. Dans ma main, une munition énorme. Une cartouche de calibre .50, lourde, massive, le genre de truc qu'on associe à une arme montée sur un véhicule militaire. Il m'a dit calmement de ne pas la laisser tomber, que ça pourrait exploser. J'ai levé les yeux vers lui, encore surpris, et il m'a souri avec ce demi-rictus de cow-boy qui n'est jamais tout à fait sérieux ni tout à fait en train de plaisanter. Il n'y avait pas de menace, juste un humour un peu brutal, taillé à la dure. On a parlé en buvant une bière. Il m'a raconté des bribes de sa vie à Jeffrey City, quand la mine tournait encore et que les rues n'étaient pas vides. Il évoquait des soirées pleines, des voitures alignées devant le bar, des familles, du bruit, des rires. Maintenant il restait les souvenirs, quelques habitués, et ce ciel immense au-dessus. On sentait qu'il n'en voulait pas autant d'avoir passé. Il observait simplement les choses comme quelqu'un qui a appris à ne rien attendre de l'avenir et à se contenter du présent. On a discuté de rodéo, de routes désertes, de nuits glacées où le vent traverse les murs sans demander la permission. Il avait ses expressions à lui, un humour sec, parfois abrupt, mais jamais hostile. La cartouche est restée posée entre nous sur le comptoir, comme un symbole d'une époque où tout était plus bruyant, plus risqué, plus vibrant. Quand je suis reparti, il m'a serré la main avec une force tranquille et m'a souhaité bonne route. Dehors, le vent soufflait toujours et la ville semblait faite de souvenirs solidifiés. Jeffrey City n'avait presque plus d'habitants, mais elle avait encore une âme, fragile et têtue. Mon colocataire de fac, qui est toujours l'un de mes plus proches amis, a grandi dans un minuscule trou perdu. Je crois que la ville n'existe encore que parce que c'est le dernier arrêt d'une autoroute en sortant de notre état. Peut-être 250 habitants, et en plein sud profond. Quand il s'est marié, la cérémonie a eu lieu dans sa ville natale. J'étais son témoin, donc j'ai passé le week-end là-bas pour l'aider à tout préparer. Je ne me suis jamais senti aussi mal accueilli quelque part. Tout le monde connaissait mon pote, il était populaire, mais moi? Il ne voulait clairement pas de moi. Même au mariage et à la réception, une seule personne que je ne connaissais pas déjà m'a adressé la parole. Chaque fois que j'essayais d'engager une conversation, les gens me souriaient poliment puis s'en allaient sans dire un mot de plus. Même le pasteur, bon sang. J'étais heureux d'être là pour mon ami, mais j'étais vraiment heureux de quitter cette ville une fois tout fini. On aurait dit un truc sorti d'un film d'horreur.
En ma ville, en Nouvelle-Galles du Sud. Une ancienne ville minière qui respire encore un peu, mais dont chaque rue semble porter le poids de ce qu'elle a été. On y arrive en pensant y trouver un endroit tranquille, on découvre une atmosphère qui met immédiatement en alerte, comme si quelque chose flottait dans l'air sans qu'on sache quoi. Je cherchais simplement des toilettes et j'ai poussé la porte d'un pub. À première vue, rien d'extraordinaire. Puis j'ai avancé et c'est devenu bizarre. Trop vide, un dédale de couloirs qui semblait ne jamais finir. Chaque porte donnait sur un nouvel espace, un coin sombre, des tables abandonnées, des chaises déplacées comme si quelqu'un était parti précipitamment sans revenir. J'avais l'impression que le bâtiment avait été agrandi au fil du temps sans logique, morceau après morceau, jusqu'à devenir un labyrinthe mal cousu. J'ai eu du mal à retrouver la sortie, et plus je cherchais, plus cette sensation d'être observé par quelque chose sans visage s'installait. Il y a aussi un musée des minéraux dans le coin. Au début il paraît classique, presque charmant. Mais plus on avance dans les salles, plus on se sent happé par une étrangeté difficile à nommer. Des vitrines dépareillées, des pierres aux couleurs irréelles, des pancartes vieillies par le temps, et cette impression de pénétrer dans un monde qui s'éloigne peu à peu de la réalité. Comme si chaque salle vous emmenait un peu plus loin de ce que vous connaissez, sans possibilité de revenir en arrière. La ville n'a eu l'électricité qu'à la fin des années 50 et on le sent encore partout. Certaines maisons paraissent figées dans une autre époque. On pourrait presque croire qu'elles fonctionnent avec des habitudes d'un temps où la modernité ne faisait que frapper timidement à la porte. On marche dans les rues et on imagine des lampes à pétrole derrière certaines fenêtres, même si on sait que ce n'est plus le cas. Et puis il y a ces panthères. Ou du moins ces représentations de panthères. Sculptures, peintures, silhouettes découpées, souvenirs étranges placés ici et là. Personne ne saurait dire qui les a mises ou depuis quand elles sont là. On raconte qu'un grand félin rôde dans la brousse voisine, qu'il aurait été aperçu des dizaines de fois. On sait bien qu'il n'y a pas de panthère en Australie, pourtant les témoignages affluent. À force de voir ces images dans chaque coin, la frontière entre rumeur et réalité se brouille. On finit par écouter les bruits du vent d'un peu trop près, à imaginer une présence tapie dans les arbres. Ce n'était pas une ville, mais un motel près de l'aéroport de Portland, appartenant à une sorte d'église évangélique. Dès l'arrivée, l'atmosphère était étrange. Une façade parfaitement propre, trop blanche, trop sage. Pas de musique, pas de bruit de télé dans le hall. On nous a accueillis avec des sourires rigides, un peu trop appuyés, comme si les employés répétaient un texte appris par cœur. Dès qu'on a rempli les papiers, on a senti qu'on ne cochait pas les bonnes cases. Ils ont découvert qu'on n'était pas mariés et un petit courant de malaise a traversé le comptoir, une hésitation fugace dans leurs yeux. Pas un jugement prononcé, juste une retenue soudaine, un souffle de distance. On nous a indiqué les règles. Beaucoup de règles. Interdiction stricte de fumer sur le terrain, même en extérieur. Pour ça, il fallait sortir complètement de la propriété et marcher jusqu'au trottoir public. On se retrouvait debout sous un lampadaire municipal, comme si on se cachait pour faire quelque chose de grave, alors qu'on voulait juste avaler quelques minutes de nicotine. Chaque retour vers la porte d'entrée ressemblait à un passage devant un comité invisible, évaluant notre admissibilité dans un monde qui n'était pas fait pour nous. Le matin, il y avait un buffet. Pas de voyageurs pressés, pas de famille en vacances, pas de valises. Juste des membres de la congrégation, tous installés dans la salle comme une communauté soudée. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, tête baissée avant de manger, chuchotant des mots bénis que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ils essayaient d'être aimables avec nous, avec ce mélange étrange d'obligation et de gêne profonde. Comme si leur foi exigeait qu'ils tendent la main, mais que le simple fait de nous regarder trop longtemps risquait de fissurer quelque chose en eux. On ne voyait aucun autre client, pas un. Le motel semblait techniquement ouvert au public, mais on avait l'impression d'être les seuls étrangers tolérés, coincés dans un espace qui ne nous appartenait jamais vraiment. On se sentait observé sans surveillant visible, évalué sans qu'aucune question ne soit posée à voix haute. Le sourire des fidèles se figeait dès qu'on approchait, et lorsqu'ils essayaient de faire la conversation, on voyait la tension dans leurs épaules,
comme si parler avec nous mettait leur foi à l'épreuve. Un ami et moi étions en road trip vers Las Vegas. À un moment, on a décidé de faire une pause dans une toute petite ville du Nevada. Rien de spécial à première vue, une rue principale poussiéreuse, une station-service fatiguée, quelques commerces qui semblaient ne rouvrir que par habitude. On n'avait aucune idée que ce lieu était collé à une base militaire impliquée dans des recherches auxquelles personne n'a accès sans badge. La voiture de mon pote n'était pas un modèle de fiabilité. On roulait avec le témoin moteur allumé depuis 2 états, persuadé que ça tiendrait jusqu'au strip. Sauf qu'on s'est arrêté à un feu rouge, juste à côté du périmètre de la base, et le moteur a décidé de rendre l'âme pile à cet instant. Plus rien. Ni bruit, ni vibration, seulement le silence étrange du désert autour. On était encore en train d'ouvrir le capot en espérant un miracle mécanique quand le paysage a basculé. En moins de 3 minutes, 5 SUV noirs ont surgi comme s'ils avaient été cachés sous le sol. Sans gyrophare, sans sirène. Juste apparus. Les véhicules se sont positionnés autour de nous avec une précision qui ne venait pas de simples réflexes de secours routier. Les hommes qui en sont sortis portaient des vêtements civils, mais leur attitude trahissait une discipline presque palpable. Pas un geste inutile, pas un mot de trop. Ils nous ont demandé calmement si quelque chose n'allait pas, puis l'un d'eux s'est glissé sous le capot sans même demander la permission. 2 autres ont poussé la voiture jusqu'au bord de la route, puis l'ont relancée comme s'ils avaient déjà fait ça des dizaines de fois. Le moteur a repris, maladroit mais vivant. Ils souriaient, presque chaleureux, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux qui disait très clairement que rien de tout cela n'était improvisé. Ils nous ont souhaité bonne route, d'un ton poli. Puis l'un d'eux a ajouté, avec une voix posée qui n'acceptait aucun débat, « Ne vous arrêtez plus jamais sur cette route. » Pas de menace, pas de haussement de voix. Pourtant, la phrase s'est enfoncée dans l'air comme un ordre qui ne laisse aucun espace pour l'oubli. On a repris la route immédiatement, sans un mot, le cœur qui battait trop vite pour le calme apparent autour de nous. Quelques miles plus loin, on a ralenti devant un paysage désertique, comme pour reprendre notre souffle. On s'est regardé avec ce mélange d'incrédulité et d'excitation nerveuse. On a passé une nuit dans notre voiture à Wilcannia en 1988. J'avais 11 ans. La voiture avait un problème mécanique, donc on n'avait pas le choix, on était coincé là. C'est drôle comme la mémoire garde certains détails nets, même quand des années passent. En arrivant, j'ai cru voir un fleuve briller au soleil. L'eau miroitait, sauf que ce n'était pas de l'eau. Ce que mes yeux prenaient pour des reflets, c'était des éclats de verre cassés, des milliers de fragments au bord du lit asséché. Rien qu'à ça, je me souviens avoir senti que cet endroit n'était pas comme les autres. Les commerces ressemblaient à des bunkers. Barodage aux fenêtres, clôtures solides, portes renforcées. Comme si chaque magasin avait été construit avec l'idée qu'il faudrait tenir un siège à un moment donné. En plein jour, des gens dormaient dehors, étendus sur les trottoirs, immobiles dans la chaleur. Ce n'était pas un sommeil tranquille, mais une sorte d'abandon qui planait dans les rues. Pourtant, au milieu de tout ça, il y avait le contraste de l'enfance. Mon frère et moi avons trouvé un terrain de jeu, et des enfants du coin nous ont rejoints. Ils étaient curieux, bavards, heureux de voir des gamins de passage. On a joué ensemble, grimpé, couru, rigolé, comme si l'endroit autour n'avait aucune influence sur eux. C'est étrange de se souvenir de sourires et de murs grillagés au même endroit. Mes parents ne nous ont jamais montré qu'ils étaient inquiets. Pas un mot, pas un regard alarmé. Pourtant mon père était policier, et avec le recul, je suppose qu'il voyait plus de choses que nous. Peut-être qu'il a passé la nuit à surveiller plus qu'à dormir, simplement pour être sûr que rien n'arrive. À 11 ans, on ne détecte pas les tensions dans les épaules d'un adulte. On se contente de croire que tout va bien parce que nos parents le disent. On ne faisait que traverser la région. On allait vers Punkari, où on en revenait. Ce village-là, au contraire, avait été une belle surprise. Paisible, accueillant, comme un monde complètement différent à quelques heures de route seulement.
Covington, Virginie. Je faisais beaucoup de route pour le travail à l'époque, et 2 fois par semaine je devais passer par cette ville. Ce qui frappe en premier quand on y arrive, c'est l'odeur. Pas une petite odeur désagréable qu'on oublie vite. Non. Une odeur lourde, épaisse, chaude, comme si on respirait de l'eau de cuisson de hot-dog. Pas juste une bouffée qui passe, mais quelque chose qui semble se loger au fond de la gorge. Elle vient de l'usine à papier, celle qui domine la ville et dont une part énorme des habitants dépend pour vivre. Environ 1/5 de la population travaille là-bas. Et le travail d'usine, surtout dans un endroit comme celui-ci, n'a rien d'un rêve. Horaire rude, chaleur écrasante, machine bruyante, et cette odeur qui colle aux vêtements et à la peau. Quand on pense à tout ça, on comprend vite pourquoi les sourires sont rares et pourquoi les gens du coin semblent porter un poids invisible sur les épaules. Il n'y a pas d'insulte, pas d'agressivité ouverte, juste un regard fermé, fatigué. Ce qui m'a marqué pourtant, ce n'est pas seulement l'odeur. C'est cette sensation étrange que j'avais dès que j'approchais de la ville, bien avant de reconnaître le parfum âcre qui flotte dans l'air. Comme une pression, une vigilance instinctive, l'impression d'être observé alors que la route est vide et que le paysage ne montre rien d'inhabituel. Je suivais mon GPS, concentré sur la route, mais quelque chose en moi restait tendu, comme si la ville envoyait un avertissement avant même que je voie les premières maisons. On ne voyait rien d'étrange pourtant. De petites rues, des maisons vieillies par les années, des camions garés devant les cours, quelques commerces usés par le temps. Mais l'ambiance, elle collait, elle s'infiltrait. Chaque passage me laissait nerveux, comme si j'entrais dans un endroit où l'air lui-même refusait de vous laisser tranquille. Je ne crois pas au surnaturel, et pourtant Covington donnait cette sensation qu'on ressent dans certains films d'horreur modernes, ceux où le mal ne crie pas, où il attend simplement que vous restiez trop longtemps. Tucumcari, Nouveau-Mexique. Je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit où le temps semblait avoir abandonné la partie avec autant d'évidence. On était quelque part autour de 1990, et déjà tout donnait l'impression que la ville avait été laissée de côté bien avant nous. Les vieux panneaux défraîchis le long de la route, les motels aux néons éteints, des stations-service vides aux vitres couvertes de poussière, et cette sensation d'être entré dans une carte postale oubliée par l'histoire. Traverser la ville en voiture suffisait à créer un malaise étrange. Pas un danger clair, pas de menace visible. Juste ce sentiment diffus que tout avait stagné trop longtemps, que rien n'avait bougé ici depuis une époque dont plus personne ne parle vraiment. Mes amis et moi avons décidé de s'arrêter pour manger, histoire de faire une pause et peut-être redonner un peu de normalité au moment. Mauvaise idée. On est tombé sur un endroit appelé quelque chose comme The Lizard Lounge, ou dans ce ton-là. Un restaurant planté dans un hôtel qui semblait, au mieux, semi-abandonné. Façade défraîchie, grand hall désert visible derrière les vitres. En entrant, on a cru sentir immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond. Pas ostensiblement, pas assez pour repartir aussitôt, juste ce malaise discret qui vous pousse à garder l'œil ouvert. La salle était sombre, éclairée d'une lumière jaune fatiguée. Les banquettes avaient l'air d'avoir survécu à 2 décennies de café renversé et de conversations que personne n'avait envie d'entendre. Mais le plus perturbant, c'étaient les portraits. Sur les murs, dans plusieurs alcôves, des peintures hyper réalistes représentaient des gens assis dans les mêmes cabines que nous, comme s'ils prenaient leur repas juste à côté. Des hommes en chemise à carreaux, des femmes avec des coiffures trop datées, des regards fixés dans une direction vague, comme si quelqu'un avait essayé de capturer la vie d'ici, puis l'avait figée à tout jamais. On avait l'impression qu'ils mangeaient avec nous. Et le pire, c'est que plus on les observait, plus on aurait juré que leurs yeux suivaient nos mouvements. Le décor rendait chaque bouchée prudente, chaque mot pesé à voix basse, comme si on craignait de déranger quelqu'un qu'on ne voyait pas. Le service était correct, la nourriture aussi. Rien de suspect dans l'assiette, rien d'agressif dans l'attitude du personnel. C'était justement ce contraste qui rendait l'ensemble encore plus troublant. Une normalité parfaite dans un décor qui criait qu'il aurait dû être abandonné. On se sentait intrus, comme si on avait trébuché dans un souvenir qui n'avait pas envie de nous accueillir.
la majeure partie de la Pennsylvanie rurale. Je ne sais pas ce que cet État a de particulier, mais dès qu'on quitte les routes principales, tout devient étrange très vite. J'ai traversé les campagnes de l'État de New York, du Maryland et de l'Ohio, et tout y paraît normal. La Pennsylvanie, c'est autre chose. Ce qui joue peut-être, c'est ce ciel gris et bas qui semble s'installer plus souvent qu'ailleurs. Une lumière éteinte, presque humide, qui donne l'impression que le soleil hésite à s'attarder. Les zones rurales ne sont pas désertes, elles sont même relativement développées, mais elles dégagent ce drôle de sentiment d'être dans un endroit que personne n'a foulé depuis longtemps, comme si on marchait dans une carte postale oubliée. On tombe sur des enseignes d'anciens commerces, des marques disparues, ou parfois encore existantes mais affichées sur des panneaux si vieux qu'ils semblent provenir d'un autre siècle. Beaucoup de publicités vintage qui n'ont jamais été retirées, comme si le temps n'avait pas réussi à s'imposer ici. Et puis ces arbres, tordus et noueux, qui se penchent sur les routes de campagne, donnant l'impression que la forêt observe et se souvient de tout. Je n'ai rien contre cet état, loin de là. Il y a des endroits magnifiques, des sites touristiques fascinants, des villes charmantes. Mais cette sensation revient chaque fois que l'on s'éloigne des grands axes. Comme si la campagne avait décidé de se figer dans une époque passée. Les paysages ont cette lourdeur tranquille, quelque chose de familier mais teinté d'un mystère discret. Paisley, Ontario, Canada. J'y allais avec des amis pour un festival de musique façon camping, et c'était avant que quiconque dans notre groupe ait un GPS ou Google Maps sur son téléphone. On s'est perdu sur des routes de campagne, tout se ressemblait, juste des champs et des chemins de terre, et les panneaux avec les noms et numéros des routes étaient quasi inexistants. On a fini par s'arrêter dans une ferme pour demander notre chemin. L'endroit avait l'air très ancien. Et dès qu'on s'est engagé dans l'allée, une ribambelle d'hommes, de femmes et d'enfants habillés façon Amish est sortie et a entouré la voiture. Sérieusement, il y avait même un gars avec une faux. Je baisse la vitre et je demande poliment comment aller à telle adresse, en expliquant qu'on était perdu. Un homme s'accroupit, se penche carrément à travers ma fenêtre et dit « Il n'y a pas d'endroit comme ça par ici. Pourquoi vous resterez pas avec nous? Vous devriez rester ici. » Puis il affiche un grand sourire huileux qui m'a terrifié. Les gens autour continuaient de nous fixer et de s'approcher, mes amis commençaient à paniquer. J'ai balancé un truc du style « Merci mais faut qu'on y aille », j'ai mis le son de l'autoradio à fond, ça l'a fait reculer de ma fenêtre et a fait s'éloigner les autres. J'ai tout de suite remonté la vitre, donné un coup d'accélérateur et on a dégagé de là aussi vite que possible. On a trouvé l'adresse environ 5 minutes plus loin, juste en bas de la route. Natro, en Virginie-Occidentale. Je me suis arrêté à une station-service en pleine nuit pour regonfler un pneu qui perdait lentement de l'air. Il devait être 3 heures du matin. L'endroit était éclairé par quelques néons fatigués et l'asphalte paraissait presque humide sous cette lumière sale. Je pensais juste brancher la pompe, remettre assez d'air pour continuer ma route et repartir aussitôt. Sauf qu'il y avait du monde. Pas des voyageurs, pas des routiers, juste des silhouettes plantées là comme si la station-service était leur salon. Ils ne faisaient rien sinon fixer les gens avec ce regard égaré qu'on reconnaît tout de suite. Pas de conversation, pas de rire, juste des yeux vides qui suivent chaque mouvement. La ville était silencieuse autour et pourtant j'avais l'impression que tout respirait de travers. L'un d'eux s'est approché, lentement, avec ce pas hésitant qui annonce une demande intrusive. Il m'a demandé mon téléphone. Il y avait pourtant un téléphone public en état de marche à quelques mètres, preuve que ce n'était pas une vraie nécessité. Sa voix n'était pas agressive, seulement étrange, comme s'il récitait une demande apprise. Et cette simple phrase m'a donné le sentiment qu'il valait mieux partir avant que la situation ne se transforme en quelque chose d'incontrôlable. Je n'ai même pas terminé de gonfler le pneu. J'ai raccroché la pompe, grimpé dans la voiture et j'ai démarré sans réfléchir. Le pneu était encore presque affaissé, la jante vibrait un peu, mais l'idée de rester 1 minute de plus faisait naître une tension inutile dans mes épaules. J'ai roulé pendant 10 miles, le cœur serré et l'œil rivé sur l'aiguille de pression,
en espérant ne pas finir sur la bande d'arrêt d'urgence à cette heure-là. Plus loin, j'ai trouvé un relais routier bien éclairé. Parking large, camion garé en ligne, odeur de café réchauffé qui sortait d'un snack encore ouvert. Là, j'ai pu regonfler mon pneu tranquillement et respirer sans surveiller chaque ombre autour de moi. Le contraste était frappant. À Natro, tout donnait l'impression de s'effriter. Ici, les choses suivaient encore un rythme normal. Blytheville, Arkansas. J'y ai vécu 4 mois, et encore aujourd'hui j'ai du mal à expliquer ce que cet endroit dégageait. Dès qu'on y mettait les pieds, on sentait quelque chose d'anormal. Pas une simple ville en déclin, pas juste un coin oublié par le temps. Une atmosphère lourde, comme si l'air refusait de circuler normalement. L'ancienne base militaire avait fermé dans les années 80, et ce départ avait laissé un vide immense. La ville avait gardé une coquille, sans âme à l'intérieur. Chaque rue semblait figée. Des maisons abandonnées, des vitrines poussiéreuses, des rues où même les chiens errants paraissaient. On aurait dit qu'il faisait gris en permanence, même quand le soleil brillait ailleurs dans l'État. Je me réveillais le matin et l'impression d'être observé planait déjà, sans bruit, sans présence visible. Une sensation persistante, collée à la peau, celle qu'on a quand on marche dans un cimetière désert au crépuscule. Sauf que là-bas, elle était présente du matin au soir. Je ne sortais presque pas. Chaque fois que je songeais à ouvrir la porte, mon esprit reculait immédiatement. À force, je restais enfermé, comme si l'extérieur appartenait à quelque chose d'invisible qui n'aimait pas être dérangé. Même la lumière dans la maison semblait aplatie, incapable de réconforter. Plus tard, j'ai appris une partie de l'histoire du coin. Après le grand incendie de Chicago, beaucoup du bois utilisé pour reconstruire la ville venait de Blytheville. L'époque était marquée par l'excès, la violence et une brutalité sociale qui laissaient des traces. On parlait de beuveries, d'hommes qui disparaissaient, de querelles réglées au couteau au fond des bars, de crimes jamais élucidés. Un passé saturé d'histoires sombres, de nuits trop animées et de jours trop silencieux. Et ce passé semblait encore flotter là-bas, comme si le sol avait tout absorbé. J'avais grandi à Washington DC et en Virginie, entouré de lieux chargés d'histoire, avec des champs de bataille, des monuments, des tombes anciennes. J'avais connu des endroits lourds de souvenirs et de douleurs, mais Blytheville portait quelque chose d'un autre genre. Ce n'était pas l'histoire qui pesait, c'était une impression constante de présence invisible. Une ville où la vie avait ralenti jusqu'à presque s'arrêter, mais où les ombres semblaient encore habiter chaque angle. Au bout de ces 4 mois, je suis parti. Pas pour une opportunité meilleure, pas pour un projet clair. Juste parce que rester une journée de plus me semblait impensable. En repartant, j'ai eu l'impression de sortir d'un lieu où le temps hésite, où rien ne bouge vraiment et où les souvenirs des autres deviennent une sorte de brouillard qui s'attache à vous. Il y a des villes qu'on oublie. D'autres qu'on regrette. Blytheville fait partie de celles qu'on quitte avec le sentiment d'avoir échappé à quelque chose qu'on n'aurait jamais pu expliquer pleinement. Un pote et moi faisions un road trip à travers plusieurs États. Nous étions partis tard un soir et, tôt le lendemain matin, nous n'avions presque plus d'essence. On cherchait une station-service et on a vu un panneau indiquant qu'il y en avait une à la prochaine sortie. On sort donc de l'autoroute et on arrive dans le bled le plus inquiétant que j'ai jamais vu, quelque part dans les Smoky Mountains. Sur l'autoroute, la météo était normale, mais en descendant dans la vallée, on s'est retrouvé plongé dans un brouillard épais. Il devait y avoir 5 bâtiments en tout, et la ville paraissait complètement abandonnée. Même la station-service annoncée sur le panneau était fermée. On s'est quand même garé parce qu'on avait besoin de faire une pause. On sort de la voiture et l'ambiance devient encore plus bizarre. Pas juste calme, vraiment aucun bruit, à part nos pas. On est resté là une trentaine de secondes, puis on s'est regardé et sans rien dire on est remonté dans la voiture. On s'est barré immédiatement. Heureusement, quelques kilomètres plus loin, on a trouvé un relais routier ouvert toute la nuit. Les lumières et l'activité nous ont sortis de l'espèce d'emprise étrange que cet endroit avait eue sur nous et on a commencé à en parler.
Mon pote m'a alors dit qu'il avait aperçu un type seul, l'air sinistre, marcher lentement pas loin, à peine visible dans le brouillard, et nous fixer sans un mot. Je ne l'avais pas vu, probablement parce que je regardais ailleurs, mais d'après lui le gars dégageait une énergie du genre « je vais vous tuer et personne ne retrouvera jamais les corps ». Pendant une formation à Boulder, j'ai décidé d'aller dîner avec un collègue latino, notre instructeur britannique et un gars du coin. J'étais le seul métis néerlandais du groupe, et on venait tous d'horizons complètement différents. Pour se changer les idées, on a loué une voiture et pris la route dans les Rocheuses, profitant de l'air frais et du paysage immense. Les virages s'enchaînaient, les montagnes semblaient se refermer autour de nous par moments, puis s'ouvraient sur des vallées silencieuses. On roulait sans se presser, en savourant la sensation de liberté. On a fini par arriver à Nederland, une petite ville au non-héritage de vieux colons. C'était un vendredi soir. Les rues étaient animées, les lumières des vitrines se reflétaient sur les vitres, des familles riaient en sortant de restaurants et on entendait de la musique venir de plusieurs endroits. Rien ne laissait penser que ce moment aurait la moindre particularité. On avait faim, on voulait s'asseoir, manger un bon repas, bavarder. On a poussé la porte d'un restaurant bien rempli. Des enfants jouaient, des conversations allaient et venaient, les verres tintaient. Il y avait une ambiance chaleureuse, légère. Puis on a franchi le seuil, et tout s'est arrêté. Les conversations se sont tues dans un silence soudain. Les regards se sont tournés vers nous, un par un. Les gens nous observaient sans expression, comme si notre arrivée venait d'interrompre quelque chose qu'on ne comprenait pas. Même la musique a semblé se figer au même moment. On se tenait là, surpris, figé à notre tour. L'inconfort est monté très vite. On n'avait rien fait, on entrait juste pour dîner, pourtant on avait l'impression qu'on venait de pénétrer un endroit où personne ne s'attendait à nous voir. L'instructeur britannique a levé les sourcils comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Mon collègue restait immobile, avec ce regard prudent de quelqu'un qui sait reconnaître une atmosphère étrange avant même que les mots tombent. Moi, je sentais une tension discrète dans le ventre, comme si la pièce hésitait à décider comment nous accueillir. Notre ami local est entré en dernier. Il a regardé la salle, puis il a lancé un grand salut enjoué, clair, presque trop sonore pour l'endroit. Un simple Audi folk qui a brisé la bulle. La musique a repris comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Les discussions se sont remises en route, les verres ont tinté à nouveau, les gens ont détourné le regard. Tout est redevenu normal, d'un coup. C'était comme si cette petite phrase avait rétabli l'équilibre du lieu. Forsyth, en Géorgie. On descendait vers la Floride après le lycée, une bande de potes heureux de voler enfin de leurs propres ailes. Rien d'extraordinaire au départ, juste une vieille voiture, une playlist, et l'histoire classique de jeunes prêts à avaler des kilomètres pour voir la mer. Puis un pneu s'est mis à faire des siennes. On s'est arrêté à Forsyth, petite ville tranquille en apparence, le genre d'endroit qu'on traverse sans y penser. Le gars au centre de pneus était sympa, du moins en surface. Il nous a expliqué qu'il fallait un peu de temps pour réparer et a ajouté qu'on devrait aller manger quelque part en attendant. Et là, il nous a conseillé le Subway. On a hoché la tête poliment. Puis il a insisté. Avec un sourire figé. Ça sonnait un peu trop comme une recommandation obligatoire, mais on n'a rien dit. En sortant, quelqu'un d'autre nous a dit la même chose. Même ton, même sourire trop lisse. Puis encore quelqu'un, dans une épicerie où on s'était arrêté pour prendre des snacks. À chaque conversation, le mot Subway revenait. Pas un autre resto, pas même un, vous pouvez essayer tel endroit. Juste Subway. À croire qu'il n'existait rien d'autre. Leur insistance n'avait rien de chaleureux. C'était presque comme si la ville entière participait à un scénario précis et qu'on devait suivre la ligne. On est finalement entré dans un petit restaurant différent, par réflexe de contrarier un peu le destin. Là encore, la serveuse a suggéré le Subway. Elle l'a dit avec le même rythme que les autres, la même voix trop neutre. Comme si on lui soufflait les mots.
ou comme si elle récitait une phrase qu'elle avait dite trop de fois. Elle nous regardait ensuite, un sourire à peine dessiné, comme si elle attendait qu'on se lève pour obéir. On a ri nerveusement entre nous, mais l'atmosphère n'était pas drôle. On avait cette sensation bizarre, comme si la ville entière jouait un rôle. Pas hostile, pas ouverte non plus. Juste, programmée. À un moment, on s'est retrouvés à surveiller les rues, les visages qui passaient, l'air, la façon dont les gens nous observaient. Ils semblaient gentils, mais derrière cette gentillesse il y avait quelque chose d'indéfinissable. Comme si on venait de traverser une frontière sans le voir et qu'on n'était plus tout à fait sur une route normale. On a mangé vite, on a repris la voiture dès que le pneu a été changé. En quittant Forsyth, personne ne parlait. On avait cette sensation étrange d'avoir frôlé quelque chose de trop lisse pour être vrai. On roulait dans le soleil du sud, mais en repensant à ce subway que tout le monde voulait absolument qu'on voie, ça laissait un froid étrange, comme si on avait quitté un décor où quelque chose se jouait en douce. Seligman. Fin de la route 66. J'y suis resté coincé 3 mois en croyant tenter un nouveau départ plein d'audace. Au début je pensais que ce serait une parenthèse un peu folle, un endroit où on peut atterrir par hasard et repartir différent. En réalité, c'était une ville figée quelque part entre un décor de western et un rêve abandonné sur le bord de la route. Il n'y avait presque rien. Une petite épicerie qui vendait surtout des conserves poussiéreuses et des sodas trop sucrés. Un bar avec une façade en bois si usée qu'on aurait cru qu'un cavalier allait sortir d'un saloon à tout moment. Un dîner avec des chaises rouges craquelées, du café tiède, et une serveuse coiffée d'un énorme nid de poule blond, chewing-gum coincé entre les molaires, qui s'appelait Flo. Elle vous appelait au nez sans même lever les yeux. Sa présence était tellement ancrée dans ce lieu qu'on avait l'impression qu'elle servait là depuis que la route existait. Puis il y avait l'hôtel. Un bâtiment bas, peinture écaillée, enseigne clignotante qui bourdonnait toute la nuit. Les voyageurs ne restaient jamais longtemps. Une nuit, 2 au maximum. Ils repartaient avec le même regard curieux, presque soulagé, comme si ce lieu avait avalé un peu trop de temps autour d'eux. Le bar était le véritable cœur de Seligman, si on peut appeler ça un cœur. Une pièce sombre, éclairée par quelques ampoules fatiguées, où les mêmes habitués s'asseyaient au même tabouret chaque soir. Des types usés, le regard marqué par trop d'années à ne rien attendre d'autre que la prochaine bière. Les conversations tournaient en rond. Parfois un rire sec, parfois un silence lourd. On buvait parce que la nuit aurait été plus longue sans ça. Il y avait aussi les jumeaux. 2 silhouettes identiques, toujours ensemble, connues dans le coin pour des affaires dont personne ne parlait vraiment à voix haute. On les voyait entrer, s'asseoir sans dire bonjour et observer la salle comme si quelque chose, ou quelqu'un, leur appartenait déjà. Ils n'avaient pas besoin de menaces visibles. Leur simple présence faisait comprendre qu'on ne devait pas leur poser de questions. Les jours passaient lentement. Chaque matin ressemblait au précédent. La chaleur, la poussière, le bitume qui se dilate, le vent du désert qui sifflait autour des bâtiments presque vides. On croyait trouver l'aventure ici, et on finissait par vivre dans une boucle où rien ne changeait vraiment. Certaines nuits, l'asphalte semblait absorber le son de tout ce qui vivait. Au bout de 3 mois j'ai compris que Seligman n'était pas un point de départ. C'était un carrefour où certains s'arrêtaient sans réussir à repartir. Un endroit qui testait votre capacité à garder vos rêves vivants. J'ai fini par reprendre la route, et jamais je n'ai ressenti autant de soulagement en voyant des lumières de ville au loin. Pourtant, parfois, j'y repense. À Flo, aux habitués du bar, aux jumeaux, à cette ville qui semblait attendre quelque chose que personne ne pouvait lui offrir. Jewick, dans l'est de l'Angleterre. Officiellement la pire ville du Royaume-Uni plusieurs années d'affilée. Une station balnéaire sur le papier, mais en réalité, rien. Pas d'animation, pas de vie, pas même ce bruit de fond des petites villes côtières. Les maisons semblent s'affaisser sur elles-mêmes, les jardins sont envahis par les mauvaises herbes ou recouverts de débris comme si personne n'avait eu l'énergie d'y toucher depuis des années. On est tout près de la mer,
et pourtant on n'entend même pas le roulis des vagues. Pas de cris de mouettes, pas de vent salé qui traverse les rues, juste une espèce de vide sonore qui rend tout étrange. On marche et on attend presque qu'un bruit vienne rassurer, mais rien ne vient. Ce n'est pas un endroit dangereux, juste un lieu où chaque détail donne l'impression que tout a été abandonné par la motivation avant d'être abandonné par les gens. La plage est là, mais elle n'attire personne. Les maisons en bord de mer se vendent moins cher que partout ailleurs, des prix qui paraîtraient incroyables pour n'importe quelle autre côte britannique. Pourtant, même à moins de 100 000 livres la vue sur l'eau n'arrive pas à effacer cette impression générale d'abandon. On dirait un endroit figé dans un entre-deux étrange, ni totalement désert, ni vraiment vivant, une petite ville en suspens où rien ne semble avoir la force de redevenir normal. Florence, Caroline du Sud. J'y suis allé il y a environ 20 ans, et l'endroit m'a paru franchement bizarre. On est allé dans un fast-food pas d'une grande chaîne, et ils avaient des gésiers frits et d'autres trucs du genre au menu. Peu importe. Mais le plus étrange, c'est que toutes les filles au comptoir étaient blondes aux yeux bleus, et tous les cuisiniers étaient noirs. Et l'endroit semblait encore ségrégué. Les clients noirs étaient assis dans une petite section, dans un coin. Venant du Massachusetts, j'avais jamais vu ça. Mon pote et moi on s'est regardés, on a commandé un sandwich, des frites, bref. La fille me demande ce que je veux boire. Je dis de l'eau. Elle dit un truc pour se moquer de mon accent de Boston. Pas grave. Ensuite on remarque qu'une table avec 2 flics blancs en uniforme nous regarde. Ou du moins ça en avait l'air. Alors on s'assoit du côté des blancs pour éviter les problèmes. En mangeant on remarque qu'on a des plateaux, mais que personne ne jette ses déchets. Les gens laissent tout sur place et un employé noir doit ramasser. Pareil pour la porte. Le pauvre gars frottait le sol avec une petite brosse et devait se lever pour tenir la porte aux gens. Et ça dans un fast-food en serviette en papier, quoi. Tout le monde nous fixait. Ambiance ultra bizarre. On a jeté nos déchets, ouvert la porte nous-mêmes et on s'est tiré. Le centre-ville avait l'air abandonné et ravagé comme Bagdad à la télé à l'époque. On s'est juste barré et on a filé vers Savannah. Dans le nord de la Colombie-Britannique, il y a cette longue route isolée qui traverse une forêt dense à perte de vue. On l'appelle la Highway of Tears, à cause du nombre effroyable de femmes, surtout autochtones, qui y ont disparu ou ont été retrouvées mortes. C'est une zone immense, silencieuse, où la civilisation disparaît derrière les arbres et où la radio perd son signal bien avant que l'on réalise à quel point on est seul. On rentrait après avoir rendu visite à de la famille. Mon mari conduisait, notre enfant de 5 ans dormait à l'arrière avec sa petite couverture serrée contre lui. On roulait calmement vers le sud, surveillant l'essence, guettant les rares panneaux, comptant les kilomètres jusqu'au prochain village. Le genre de trajet où l'on garde un œil sur la route et l'autre sur l'horizon, parce qu'ici un problème n'est jamais juste un contretemps. Soudain, une voiture blanche avec des gyrophares nous a demandé de nous arrêter. Sur cette route, à cette heure-là, on ne discute pas avec ce genre de signal. On s'est garé sur le bas-côté, le cœur qui ralentit d'un cran avant de remonter d'un autre. Le policier a allumé ses pleins phares derrière nous, si puissants qu'ils découpaient des ombres étranges dans les arbres alentours. On ne voyait rien dehors, juste cette lumière crue et l'obscurité profonde autour. On essayait de deviner ce qu'on avait pu faire de travers. Vitesse ok, papier en règle, ceinture, rien de suspect. Et puis, au bout de quelques minutes, ce doute sourd a commencé à s'installer. Cette lumière trop insistante. Ce lieu trop isolé. Quand la silhouette s'est enfin approchée, la réponse est tombée dans nos tripes avant d'arriver dans nos têtes. Ce n'était pas un policier. Son uniforme avait l'air bon marché, mal assorti, et son attitude n'avait rien de professionnel. Il portait un badge mal fixé, un pantalon trop large, et même son pas semblait hésitant. Si on n'avait jamais vu un vrai uniforme, peut-être qu'on se serait laissé convaincre. Mais quelque chose clochait immédiatement. On lui a demandé son insigne. Sa réaction a suffi. Il a blêmi, bredouillé, puis a déclaré retourner à sa voiture pour le chercher.
À peine arrivé dedans, les pleins phares se sont éteints, le moteur a rugi et la voiture a filé à toute vitesse dans la nuit. Aucun mot, aucune explication, juste une fuite rapide comme si le masque venait de tomber trop tôt. On est resté là un moment, le souffle court, l'enfant qui s'agitait à l'arrière sans comprendre, la forêt redevenue silencieuse autour de nous. On a mis longtemps à redémarrer. Pas par doute, mais parce qu'on avait besoin que nos mains arrêtent de trembler. Plus tard, on a signalé l'incident. On nous a appris que nous n'étions pas les seuls. D'autres avaient été arrêtés par un faux policier sur ce même tronçon de route. Même scénario. Même déguisement. Même disparition soudaine. Brandywine, Virginie-Occidentale. J'y ai fait une halte il y a des années, juste pour une pause. Une petite ville qui ne paye pas de mine au premier abord, une rue principale tranquille, quelques bâtiments fatigués par le temps, l'impression d'un endroit où l'on peut entrer, boire un verre, puis repartir sans laisser de traces. Je me suis trompé. Je suis entré dans le bar et tout s'est figé. Pas un bruit, pas un sourire. Chaque tête s'est tournée vers moi comme si je venais d'abîmer un rituel qu'il répétait tous les soirs. Ses regards étaient lourds, pas étonnés, pas curieux, juste avertisseurs. Les conversations avaient cessé d'un coup. 2 gars au comptoir m'ont fixé sans ciller. Des types du coin, casquettes usées, épaules larges, posture prête à tester le premier malentendu. L'un d'eux a rompu le silence en me demandant si je cherchais des ennuis. Sa voix n'était pas agressive, c'était plus calme, plus froid. Comme une vérification. Puis il a ajouté que si ce n'était pas le cas, je ferais mieux de continuer ma route. On aurait dit une mise en garde polie, mais sans la moindre douceur. Je n'ai pas insisté. J'ai juste incliné la tête, tourné les talons et poussé la porte pour sortir. L'air de dehors m'a paru plus épais que celui du bar. J'ai traversé la rue sans me retourner, et dès que j'ai démarré, j'ai su que le moment n'était pas fini. Une voiture de shérif est sortie derrière moi, suivie de 2 pick-up. Pas de sirène, pas de gyro, juste cette lente procession qui me collait au pare-choc. Le shérif n'a pas parlé, il se contentait de me fixer dans le rétro, visage fermé, un regard qui n'avait rien d'un contrôle de routine. On aurait dit qu'il me raccompagnait hors du territoire, comme si ma simple présence dérangeait l'équilibre de Brandywine. Ils m'ont suivi jusqu'à la sortie de la ville, lentement, sans jamais accélérer ni décrocher. À la limite du panneau, ils ont fait demi-tour d'un même mouvement, parfaitement synchronisé, et je me suis retrouvé seul sur la route, le cœur battant bien trop fort pour quelqu'un qui n'avait rien fait. On ne se souvenait plus du nom de la ville, seulement qu'on était au Wyoming. Une étape tranquille sur la route, avec un petit camping perdu près d'un ruisseau. L'endroit semblait parfait. L'eau coulait doucement, les arbres filtraient la lumière, et le silence avait cette douceur rare qu'on trouve loin de tout. On venait de finir de monter la tente et de déjeuner. Le sac de nourriture refermé, les chaises installées, on respirait comme si le monde nous appartenait quelques heures. Puis un bruit de moteur a déchiré cette paix. Pas un moteur neuf, non. Un vieux pick-up fatigué, avec la tôle rouillée et des morceaux de peinture qui se détachaient encore au vent. Il est arrivé lentement, comme s'il nous jaugeait avant même qu'on le voie. Et à l'arrière, claquant dans l'air, une énorme bannière confédérée qui flottait avec ostentation. Pas un petit drapeau oublié sur une antenne. Un drap immense, impossible à ignorer, déployé comme une déclaration. Le type au volant n'a rien dit. Pas un signe, pas un sourire, pas une insulte non plus. Il a juste roulé lentement tout autour du campement. Un tour complet. Puis un deuxième. Son regard glissait sur chaque emplacement, sans expression. Comme s'il vérifiait qui avait pénétré dans son territoire, qui avait osé planter une tente là où il voulait que rien ne change. On n'entendait plus les oiseaux. Même le ruisseau semblait couler moins fort. Il n'a pas coupé le moteur, pas ralenti plus qu'il ne fallait. Et après ce deuxième passage, il a pris la sortie du camping,
la poussière du chemin se soulevant derrière lui tandis que le drapeau continuait de battre comme un rappel. Pas un mot. Pas un geste. Juste un message, transmis avec une présence seule. Ma femme et moi nous sommes regardés. Aucun besoin de commenter. On a rangé nos affaires aussi vite que possible, mais sans courir, comme si la forêt observait aussi. Chaque piquet retiré avait un goût d'urgence. On bouclait les sacs sans se parler, et pourtant on pensait la même chose. Il valait mieux partir avant de devenir une histoire racontée trop tard. Tyrone, Pennsylvanie. Un coin reculé perdu entre collines et routes qui n'en finissent pas, avec cette impression que le monde moderne a fait demi-tour à la sortie précédente. L'endroit sent en permanence la papeterie, une odeur lourde qui s'incruste dans les vêtements, comme si l'air lui-même avait été fabriqué là-bas et jamais renouvelé. On traverse la ville et on se demande presque si les murs n'exhalent pas ce parfum acide depuis des décennies. Le contraste y est étrange, quelques familles ménonites en habits sobres allant faire leurs courses, des silhouettes fatiguées qui errent avec ce regard vide qu'on reconnaît trop facilement, et au milieu, une personnalité locale qu'on dirait sortie d'une légende de bar, Raimundo, le seul habitant hispanique que tout le monde semble connaître. On ne sait jamais s'il est respecté, toléré ou simplement devenu partie du décor avec le temps, mais son prénom flotte souvent dans les conversations, comme une note curieuse dans une ville qui n'aime pas les surprises. Rouler là-bas donne cette sensation bizarre d'avoir pénétré un espace où rien ne bouge vite. Les visages se tournent vers toi, un à un, comme si l'arrivée d'un inconnu déclenchait un protocole. Pas d'agressivité ouverte, juste cette façon de te fixer, les bras croisés, en attendant quelque chose que tu ne veux pas découvrir. Il y a un côté guetteur dans ces regards, une vigilance méfiante, un message non dit, ne t'attarde pas trop, ici ce n'est pas ton terrain. On ressent l'envie de garder la clé tournée vers soi, la portière bien fermée, comme si laisser la voiture seule une minute suffirait à la retrouver vidée ou déplacée. Pas d'urgence, juste une certitude tranquille que tout pourrait déraper si on se relâche. On ne sait jamais vraiment si c'est une menace réelle ou juste l'atmosphère d'un endroit qui n'a jamais appris à se détendre. Anna, dans l'Illinois. Pour moi, c'est clairement un endroit qui compte dans cette catégorie. La ville porte encore la réputation d'avoir été une sundown town, et même si les années ont passé, on sent que certaines ombres n'ont jamais vraiment quitté les rues. La plupart des gens oublient que le sud de l'Illinois existe, et ce vide-là se ressent dans chaque façade défraîchie et chaque route qui mène nulle part. Le quotidien là-bas semble tourner autour de trois choses, se défoncer, coucher, et aller marcher dans les bois pour tuer le temps. Pas besoin de choisir un ordre précis, tout se mélange. Il y a des coins de nature magnifiques, des sentiers qui serpentent entre des ravins et des falaises, mais même ces paysages donnent parfois l'impression d'être une échappatoire plus qu'un trésor local. Une façon de respirer loin de la poussière des rues. Les universités du coin meurent lentement. Là où il y avait autrefois une vie étudiante vibrante et un semblant de dynamisme, on voit aujourd'hui des bâtiments qui se vident, des campus qui peinent à tenir debout, et les derniers cafés autour qui survivent par habitude plus que par clientèle. Carbondale, la ville voisine qu'on décrit souvent comme un bout de civilisation dans la région, n'est plus que l'ombre d'elle-même. On sent qu'elle lutte encore, mais l'énergie manque. Le cœur a battu longtemps, maintenant il s'essouffle. Il n'y a pas de travail qui vaille vraiment la peine d'y rester. Les jeunes qui rêvent d'autre chose prennent la première occasion pour partir, direction Chicago, Saint-Louis, ou n'importe où qui offre plus qu'un parking vide à 19h et des commerces ouverts par devoir plus que par passion. Ceux qui restent semblent coincés dans un décor qui refuse de changer, comme si le temps s'était arrêté à mi-chemin entre l'abandon et la nostalgie. On traverse Anna et on sent que la vie est devenue un choix difficile, survivre ici ou partir et recommencer ailleurs. Et pour beaucoup, le départ devient la seule manière de respirer vraiment. Lewiston, Maine. Ce n'est pas les habitants, c'est la ville elle-même. On y arrive et quelque chose pèse, sans bruit, sans menace claire. Une sorte de lourdeur invisible qui tombe sur les épaules avant même qu'on coupe le moteur. Pas une saleté qu'on voit, pas des ruelles en ruine,
juste cette impression que l'endroit garde en lui tout ce que le temps n'a pas réussi à dissoudre. Il y a des villes tristes, des villes rugueuses, des villes fatiguées. Lewiston ne ressemble pas à ça. Elle donne l'impression d'absorber ce qu'on apporte de lumineux en soi et de le ranger quelque part où la lumière ne revient jamais. On traverse ces rues et on sent une retenue dans l'air, comme si les bâtiments eux-mêmes observaient sans jamais se dévoiler. Les façades sont ordinaires, les trottoirs banals, et pourtant on a l'impression que chaque coin de rue cache une histoire trop lourde pour être racontée. Même sans s'arrêter, on ressent un effet étrange. On garde la main sur le volant, le regard fixé loin devant, en espérant que la sortie arrive vite. Et quand on quitte enfin les limites de la ville, une part de nous vérifie presque l'arrière-vue comme si quelque chose avait décidé de nous suivre. On respire mieux, mais on garde ce résidu intérieur, une sensation sourde que rien ne s'est vraiment dissipé. On se surprend à penser à une douche, à l'envie de rincer l'atmosphère collée à la peau. On se savonne, on se frotte même, et pourtant on ressort avec ce léger inconfort. Ce n'est pas la saleté du monde extérieur. Ce n'est pas la fatigue d'un long trajet. C'est autre chose, quelque chose qui ne s'accroche pas aux vêtements mais à l'humeur. Comme si Lewiston savait murmurer sans parler, marquer sans toucher. Les villes n'ont pas d'âme en théorie. Pourtant, certaines donnent le sentiment d'en avoir une, et qu'elle a été blessée. Lewiston laisse l'idée que quelque part, entre ces rues tranquilles et ces quartiers, quelque chose s'est perdu depuis longtemps et n'a jamais été retrouvé. Et ceux qui passent y laissent en retour une trace minuscule, un fragment de lumière absorbé dans une ombre qui ne disparaît jamais vraiment. Oh, j'en ai une bonne pour celle-ci. La ville de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. En fait, c'est plutôt l'histoire de comment on s'est senti trop bien accueillis. On était en 2012. Ni ma femme ni moi n'avions le permis, donc on a pris un bus. Il nous a déposés au centre-ville à 21h. On ne connaissait pas la ville, alors on est entré dans la station-service Esso juste en face pour demander où se trouvait la rue de notre B&B. La caissière n'en avait jamais entendu parler. On a demandé à quelqu'un dehors, qui a simplement pointé le panneau de rue, juste à une intersection de là. Le matin, on prend le petit-déj et on demande au propriétaire où se trouve la station de bus. Il nous dit qu'il ne pense pas qu'il y ait un bus pour Lunenburg. Pourtant on venait d'y arriver en bus. Bon, on demandera ailleurs. Plus tard, au musée des pêches, on repose la question. Même réponse, aucun bus ne vient ou ne part de Lunenburg, selon eux. D'accord. On mange ensuite un BBQ devant le Foodland. Toujours pas de bus. Mais là, tout le monde voulait savoir où on allait dormir le soir. Quand on disait quel hôtel, on nous demandait dans quelle chambre. On faisait semblant d'avoir oublié. Même scène au restaurant le soir. Vous dormez où? Quelle chambre? Pourquoi tout le monde veut savoir notre numéro de chambre? Le soir, je cherche où est la station de bus. Je trouve un blog random, Mike's Quickway, à 2 km hors de la ville, un bus par jour vers 9h. Bon. On se promet d'y aller très tôt pour acheter nos billets. Le matin, on se lève à 7h, on fait nos sacs, on ouvre la porte, et la femme de ménage est juste là, devant notre porte, aspirateur à la main, éteint, mais posé genre elle bossait. Vous partez? On lui donne les clés et on se casse. On commence à flipper. Une voiture ralentit près de nous pour demander son chemin, on sursaute. On passe devant un terrain qui vend des pierres tombales, on n'est pas rassuré. On arrive au Quickway, on achète nos billets, et l'employé nous laisse attendre dans la pizzeria fermée. Le bus arrive, on monte, soulagé. Jusqu'à ce qu'un gars à Halifax nous arrête dans la rue l'après-midi pour nous dire qu'il nous a vus hier à Lunenburg. Les gens là-bas étaient adorables et chaleureux, mais il y avait une espèce d'ambiance légèrement inquiétante, tout le monde voulait savoir où on dormait, et personne ne semblait savoir comment quitter la ville. La partie de Nicosie occupée par la Turquie, à Chypre. Quand on y est entré, ce n'était pas juste un changement de décor.
C'était comme franchir une frontière invisible que l'on ressent dans le corps avant de l'analyser. L'autre côté de la ville reste vivant, animé, lumineux, avec des cafés, des passants, des vitrines, ce mélange de modernité et de chaleur méditerranéenne. Puis d'un coup, tout bascule. De l'autre côté, tout devenait plus lourd. Les façades semblaient abandonnées, les murs portaient les traces d'années de négligence. L'air lui-même paraissait plus épais, comme si la ville retenait son souffle. Les rues étaient silencieuses. Pas simplement calmes, mais vides, désertes, immobiles. On entendait nos pas d'une façon presque trop nette, comme si chaque mouvement était observé par quelque chose de muet. Les rares bâtiments ouverts donnaient l'impression d'être là par obligation, pas par désir de vivre. On marchait, et avec chaque pas cette impression d'être intrus grossissait. Ce n'était pas de l'hostilité directe, pourtant on ne se sentait pas à notre place. C'était une absence. Une ville sans énergie, sans regard pour ceux qui la traversaient. Le contraste avec le côté chypriote était brutal. Là-bas, la vie circulait. Ici, tout semblait arrêté depuis longtemps, comme si personne n'avait eu la force de recommencer. On n'a pas parlé beaucoup pendant ces minutes-là. On observait les rues désertes, les façades usées, les fenêtres qui semblaient éteintes depuis des années. Il n'y avait pas de menace claire, pourtant notre instinct demandait de rebrousser chemin. Une sensation d'être suspendu dans un lieu qui refuse d'oublier son passé et qui n'a pas trouvé de futur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.